Et je donne la parole à son Excellence Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger de la Tunisie. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu. Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, le clément et miséricordieux, mesdames et messieurs les délégués, monsieur le président, je voudrais tout d'abord adresser à l'Assemblée les salutations du président de mon pays, monsieur Kais Saïed. Salutations que nous adressons également au secrétaire général, son Excellence Antonio Gutiérrez, pour tous les efforts qu'il déploie afin d'assurer la justice et renforcer la confiance dans le multilatéralisme. Je voudrais encore une fois rappeler l'importance du thème choisi pour la session de cette année. Face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui en cette phase délicate, marquée par l'instabilité et des troubles sans précédent, ainsi que des violations du droit international et des principes de la charte. Je félicite Madame Annalena Baerbock pour son accession à la présidence de la session, pour cette 80e session, et je rends hommage à son Excellence Monsieur Philemon Young, qui a présidé la 79e session. Monsieur le Président, nous saluons avec fierté cette organisation à l'occasion de son 80e anniversaire. Nous rappelons à cette occasion les nobles principes sur lesquels elle repose, et ce depuis sa création, notamment la solidarité internationale et l'unicité des destinées humaines. En effet, l'organisation qui nous accueille aujourd'hui a été créée au lendemain de guerres et de violences sans précédent dans l'histoire humaine. Elle avait pour but d'être un phare d'espoir pour nous guider vers la sécurité, la paix et la dignité humaine, un foyer pour la légitimité internationale et une instance de dialogue, de négociation et de réconciliation, de manière à bâtir une paix plus juste, plus stable et un monde plus pacifique, un monde attaché aux valeurs qui nous sont chères, ces valeurs universelles. Apprenons du passé, apprenons des guerres et des conflits qui avaient causé tant de souffrances humaines. Nous devons apprendre que la loi du plus fort, quelle qu'en soit la justification, ne brisera jamais la volonté des peuples et leur foi en leur droit à l'autodétermination. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle époque, d'une ère nouvelle qui devrait nous permettre de renouveler notre confiance dans le multilatéralisme et dans la capacité des Nations Unies à réaliser les nobles objectifs sur lesquels elles reposent. Nous devons adopter une feuille de route globale bien définie pour mettre en œuvre l'initiative ONU 80 et rendre à cette organisation sa légitimité internationale. Comme l'indiquait le thème de la précédente session, ne laisser les personnes pour compte. Nous restons évidemment déterminés à préserver le multilatéralisme face aux problèmes qui s'accélèrent et aux défis qui nous encerclent de toutes parts. L'Organisation des Nations Unies doit pouvoir trouver des solutions adaptées à la complexité de ces défis. Le président de la République tunisienne a, à l'occasion de ce 80e anniversaire, décidé de proclamer 2025 année du renforcement du multilatéralisme et de
la coopération avec l'Organisation des Nations Unies. C'est le thème qui est au cœur de notre diplomatie tunisienne. Nous avons ainsi organisé plusieurs manifestations à l'Académie diplomatique tunisienne avec des agences spécialisées des Nations Unies notamment, et sur un large éventail de sujets conformément au thème choisi, sciences, techniques, développement, culture, entre autres. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que notre organisation et ses organismes ont la capacité de s'adapter aux changements profonds que traverse notre monde. Nous sommes convaincus qu'elle peut être source d'espoir pour les générations futures, pour un avenir plus radieux. Néanmoins, nous devons dire notre déception aujourd'hui de constater que le Conseil de sécurité n'est toujours pas en mesure de mettre fin à la tragédie humanitaire et à la guerre génocidaire menée contre le peuple valeureux de Palestine, affamé aujourd'hui. Les souffrances des Palestiniens ne font que s'accentuer sous nos yeux, en toute impunité, sans que les responsables prennent leurs responsabilités. L'objectif est clair, l'on veut priver les Palestiniens de leur droit à la résistance et du maintien de leur territoire. L'entité d'occupation a en effet déclaré vouloir réoccuper complètement la bande de Gaza et vouloir forcer à l'exil la population de l'enclave. Comment peut-on encore parler des principes de la Charte des Nations Unies alors que l'État palestinien n'a pas encore accédé à l'indépendance, alors que le droit des Palestiniens à l'indépendance, à la souveraineté totale et à l'autodétermination a déjà été confirmé dans une résolution des Nations Unies il y a de ça longtemps. Alors même que les règles de droit international sont constamment bafouées, alors que Israël s'attaque aux agences spécialisées des Nations Unies et assez bien dans le territoire palestinien occupé, rien n'a été fait pour en empêcher. Ceci dit, nous nous félicitons de la reconnaissance par plus de 150 pays de l'État de Palestine. Nous espérons que l'État palestinien deviendra membre à part entière le plus tôt possible. Il ne s'agit pas de créer ce droit, car il existe déjà. Nous ne faisons que l'appuyer. La vérité est en effet évidente. Ce droit a été réaffirmé par la CEJ dans son avis consultatif du 19 juillet 2024. En effet, la CEJ avait établi que l'entité d'occupation devrait mettre fin à sa présence illégitime en terre palestinienne occupée le plus tôt possible. La reconnaissance de l'illégitimité de la présence de la puissance occupante sur ces territoires a été établie. Nous devons donc tout faire pour que cet avis consultatif soit appliqué et se donner des moyens requis pour y parvenir. Il faut lever le plus tôt possible le blocus qui a été imposé à la bande de Gaza. L'aide humanitaire doit y être acheminée sans entrave et en toute sécurité aux personnes dans le besoin. Nous appelons également le Conseil de sécurité à intervenir pour mettre fin aux attaques répétées contre de nombreux pays comme la Syrie, le Liban, l'Iran et plus récemment le Qatar. C'est ce à quoi a appelé mon pays lors du sommet arabe islamique à Doha, car pour nous, la sécurité arabe et musulmane est indivisible. La réforme des Nations Unies est indispensable. Nous insistons là-dessus. C'est ainsi que nous pourrons ouvrir la voie à un multilatéralisme nouveau et à des relations internationales plus saines. Mais cela ne sera possible que si nous insistons encore une fois sur l'importance d'assurer l'égalité entre les peuples.
à l'abri de toute sélectivité, de discrimination et à l'abri du deux poids, deux mesures. La Tunisie est déterminée à venir en aide au peuple palestinien dans son aspiration à obtenir ses droits inaliénables, et notamment le droit à l'autodétermination en vue de créer un État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Monsieur le Président, réaliser les objectifs du sommet de l'avenir continue d'être prioritaire, mais cela risque d'être difficile si la communauté internationale n'est pas déterminée à dégager un consensus sur les causes profondes de l'échec du système international actuel. Les crises auxquelles nous nous heurtons aujourd'hui nécessitent une refonte des relations internationales qui doivent s'appuyer sur la solidarité, la coopération, le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, sans oublier bien sûr le respect de la souveraineté nationale. C'est une formule que le secrétaire général a lui-même employée dans sa déclaration liminaire devant l'Assemblée. C'est pourquoi la Tunisie appelle à une réforme profonde et globale du système financier international pour que nous ayons tous accès aux ressources dont nous avons besoin, pour que ce système soit plus efficace et qu'il réponde aux objectifs de développement en mettant en place des mécanismes innovants de financement du développement, comme par exemple l'initiative d'échange de dette contre le développement, de l'ESCOA, pour améliorer les résultats en matière de réalisation des objectifs de développement durable et pour investir davantage dans l'action climatique. Nous insistons encore une fois sur la nécessité de développer les compétences et nous pensons qu'il est essentiel de restituer les actifs des États dérobés et se trouvant à l'étranger. C'est absolument essentiel et c'est un droit auquel nous ne renoncerons jamais. L'investissement dans les questions économiques et climatiques, dans la santé, l'éducation, est absolument essentiel si nous voulons enrayer les flux de migration illégale. Nous rejetons toute forme de discrimination et de discours de haine dans ce contexte. En effet, les autorités tunisiennes continuent de tout mettre en œuvre pour sauver les vies des migrants clandestins en mer comme sur terre, afin de leur permettre de rentrer chez eux volontairement en coopération avec l'Organisation internationale des migrations. Encore une fois, nous appelons à l'adoption d'une approche globale en matière de migration, approche qui tiendrait compte des dimensions humaines et historiques et non pas uniquement de la dimension sécuritaire trop limitée. Nous ne devrions pas faire peser un fardeau trop lourd sur les pays en développement de petite taille. Les pays d'origine devraient contribuer à améliorer la situation. Nous refusons d'être un pays de transit pour ces migrants clandestins qui sont victimes de traite des personnes. Émigrer doit être un choix et non pas une nécessité. Cela devrait ouvrir la voie à de nouvelles possibilités d'emploi dans la dignité. C'est un levier de développement et un outil de rapprochement entre les cultures. Et c'est ainsi que nous l'envisageons. Nous rappelons dans ce contexte la conférence internationale sur l'immigration qui s'est tenue à Rome en 2023. Nous rappelons à cette occasion l'initiative lancée par notre président qui souhaite trouver une solution globale et durable et mobiliser des ressources financières suffisantes pour mettre
en œuvre cette solution. Nous pouvons dissocier le financement de l'action climatique et le financement du développement. En effet, le financement de l'action climatique est une responsabilité historique. En effet, de nombreux pays n'ont pas contribué de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont eux qui en payent aujourd'hui le prix fort. Rareté de la ressource en eau, montée du niveau de la mer et d'autres phénomènes climatiques extrêmes sont devenus plus fréquents. C'est pourquoi la Tunisie plaide en faveur de la mobilisation de 300 milliards de dollars par an, dont une portion devrait être consacrée au programme d'adaptation. Des mécanismes doivent être mis en place pour permettre l'accès à ces ressources en facilitant leur mise à disposition et en activant notamment le fonds pertes et préjudices. Le droit au développement est un droit essentiel et indivisible, fondé sur la justice, l'égalité et la solidarité internationale. Nous réaffirmons que ce droit, pour être réalisé, nécessite la création d'un environnement international permettant le transfert de technologies et l'octroi de financement à des conditions favorables, dans une perspective de renforcement des liens entre le Nord et le Sud. La Tunisie a engagé des réformes depuis le 25 juillet 2021 pour garantir les droits et les libertés de tous nos citoyens et pour répondre aux aspirations du peuple tunisien face aux défis économiques et sociaux que nous traversons. Nous comptons d'abord et avant tout sur nos propres capacités, sur notre capital humain notamment. Nous entendons diversifier les partenariats qui doivent toujours reposer sur des intérêts mutuels. Ce que nous souhaitons, c'est maintenir l'autonomie de notre pays dans les décisions qu'il prend. Nous réaffirmons également l'importance des droits humains et des libertés fondamentales, conformément à la Constitution adoptée le 25 juillet 2022 et dans le respect de notre souveraineté et de notre indépendance. Nous entendons également respecter nos engagements internationaux. Il est essentiel pour nous de veiller au respect des droits économiques, climatiques, sociaux, scientifiques et culturels. Et j'insiste surtout sur le droit au développement. La dimension sociale occupe une place centrale dans les plans de développement pour que la société soit soudée et que la cohésion soit assurée en son sein. Les jeunes doivent être entendus. Nous en sommes convaincus. Il faut tirer pleinement parti de leurs compétences, car ce sont eux qui sont capables de changer la donne. La Tunisie continuera également d'appuyer les cadres législatifs et stratégiques pour permettre aux femmes de participer encore plus activement à l'espace public. Elles doivent bénéficier des mêmes chances. Nous combattons bien sûr toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes et nous sommes déterminés à mettre en œuvre le programme Femmes et Paix et Sécurité et Jeunes et Paix et Sécurité, car nous sommes convaincus que la participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, au règlement des crises et à l'édification de la paix constitue une condition essentielle pour parvenir à une paix juste et pérenne, et dans un contexte de développement durable. Des liens très étroits existent entre le peuple tunisien et le peuple libyen. Nous réaffirmons notre position selon laquelle le peuple libyen devrait pouvoir choisir librement. La situation en Libye est une affaire purement interne et non pas internationale. La solution ne peut être que pilotée par les Libyens eux-mêmes, sans aucune ingérence, car le peuple libyen est souverain. C'est le peuple libyen qui doit trouver des solutions à ces problèmes avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies. Nous appelons également à la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Syrie. Toute violation de son intégrité territoriale doit être rejetée.
Nous insistons également sur la nécessité de déployer des efforts concertés ici aux Nations Unies et ailleurs afin de trouver un règlement pacifique à la situation au Yémen. La paix et la sécurité doivent y être assurées. Nous appelons également les parties soudanaises à opter pour le dialogue et pour le règlement pacifique de cette crise afin de rétablir la sécurité et la stabilité et mettre ainsi fin aux souffrances du peuple soudanais qui souffre du fléau de la guerre et des divisions. Nous sommes fiers de l'évolution du continent africain, mais nous savons que de nombreux pays africains sont confrontés à des vulnérabilités particulières. Il est donc essentiel de venir en aide au continent africain pour que celui-ci relève les défis en matière de paix, de sécurité et de développement. Nous appuyons également les partenariats entre l'Union africaine et les Nations unies, à travers notamment l'octroi de ressources financières spécialisées pour prévenir les conflits et lutter contre les phénomènes qui nuisent à la sécurité de ce continent. Nous souhaitons encore une fois dire que nous appelons les Nations Unies à apporter un plus grand soutien logistique et financier aux opérations de maintien de la paix. Il faut aussi que l'ONU et les organismes régionaux coopèrent de manière beaucoup plus systématique afin que notre objectif soit atteint et que l'Afrique devienne un continent prospère comme nous y aspirons. La Tunisie réaffirme également son attachement à la paix comme choix stratégique et principe clé dans notre politique étrangère. Nous insistons sur l'importance de lutter contre les discours de haine et d'incitation à la violence. Il est important que la prévention des conflits se fasse par le biais du dialogue et du rapprochement des civilisations. C'est là la pierre angulaire de la coexistence pacifique entre les peuples et les nations. Il faut le faire de manière non sélective. La Tunisie a une doctrine diplomatique et sécuritaire qui place l'humain en son centre et au centre de ses préoccupations. La protection des civils est une obligation morale. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation ou d'un engagement à l'échelle internationale. Depuis les premières années de notre indépendance, bien que notre armée soit encore jeune à l'époque, la Tunisie a été parmi les premiers pays à avoir contribué aux opérations de maintien de la paix, ce qui témoigne de la confiance dont nous jouissons auprès de la communauté internationale et de la discipline et de la compétence des forces armées tunisiennes. Dans ce contexte, nous pensons que la protection des civils doit être systématique. Nous avons d'ailleurs organisé une conférence internationale sur le rôle des forces armées dans la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix. Cela a été organisé les 10 et 11 juillet 2025 en coopération avec le département des opérations de paix des Nations Unies. Plusieurs initiatives en ont été le fruit en matière de protection des civils afin de réaliser les objectifs des opérations de maintien de la paix de manière à rétablir la confiance des populations et des communautés dans ces opérations. En guise de conclusion, Monsieur le Président, Excellences, je voudrais encore une fois dire que la Tunisie, qui participait aux travaux des Nations Unies avant même son indépendance, est fière de tout ce qu'elle a accompli depuis son adhésion aux Nations Unies le 12 novembre 1956. Nous l'avons fait pour adhérer pleinement à la charte et renforcer ainsi la paix et la sécurité
par nos paroles et par notre action. Nous le faisons encore aujourd'hui avec la même détermination. La Tunisie continue de s'engager dans toutes les initiatives visant à assurer la sécurité et la stabilité pour toutes et tous dans toutes les régions du monde. Et nous espérons pouvoir bâtir ensemble un avenir porteur de possibilités en réponse aux aspirations et à l'espoir de nos générations actuelles et futures. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. I thank the Minister of Foreign. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger de la Tunisie.